Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ghidas Agbon. Ghidas est doctorant en management à pied du laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des entreprises de l'Université Laval. Dans le cadre de son doctorat, il cherche à comprendre comment les organisations alternatives utilisent les outils digitaux modernes pour faire face aux grands défis sociétaux. Sa présentation d'aujourd'hui vise à souligner les limites de la circularité faible, visant une adaptation à la marge du système économique dominant, opposée à la circularité forte, fondée sur des principes de sobriété et d'allongement de durée. Un grand merci à Ghidas pour ta présence avec nous aujourd'hui. Je vous invite à conserver vos questions jusqu'à la fin de la présentation. Vous pouvez également les poser dans le chat tout le long de la rencontre. Je vous souhaite donc un excellent webinaire et on laisse maintenant la parole à Ghidas. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. En fait, juste avant de commencer, juste une petite rectificative. Dans le résumé qui est présenté sur le site, je pense qu'il y a peut-être une petite confusion. Peut-être qu'ils ont copié une autre, je sais pas, un autre paragraphe, parce que moi, l'objectif de ma présentation ce matin, ça concerne vraiment, c'est juste une revue narrative systématisée sur les pratiques d'approvisionnement responsable des PME. Et Donc, adapté, on s'excuse. Il y a eu ok. manque Donc, de la chaîne de communication comme on a pris le relais. Donc, ouais, ok. on voit ton deuxième écran, Ghidas. Parti à l'arrêt. Oui, parfait. Alors, donc, rebonjour. Comme je disais tantôt, je vais vous présenter une petite revue narrative systématisée. Bon, c'est un début de travail, donc soyez indulgents parce que les vraies analyses approfondies vont venir pour plus tard. Pour l'instant, il va s'agir d'un portrait en fait de la littérature sur les pratiques d'approvisionnement responsable dans les PME. Donc, voilà. Avant de commencer, je vais commencer d'abord en plantant en fait un petit contexte institutionnel, je dirais, le baromètre d'approvisionnement responsable. Et puis, avant d'aller sur des détails techniques concernant la problématisation, les stratégies de recherche, les grandes tendances, et finir par des recommandations. Donc, voilà, comme vous savez, les approvisionnements responsables, en fait, c'est vraiment des achats dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles pour toute la durée de vie des produits et services. Donc, voilà, le baromètre de l'achat responsable, c'est une initiative conjointe du laboratoire interdisciplinaire de recherche de responsabilité sociale des entreprises et de l'ECPAR, Espace québécois de concertation pour les pratiques d'approvisionnement responsable. Depuis 2012, le baromètre est édité pour recenser, mesurer, comparer les pratiques d'approvisionnement responsable des organisations québécoises et canadiennes. Et voilà, donc la dernière édition de 2020 donc, a connu en fait, vraiment, on a vu qu'il y a eu une croissance d'intérêt, enfin une augmentation de l'intérêt pour cette initiative-là. On avait 142 participants et le gouvernement fédéral a d'ailleurs considéré, endossé en fait l'initiative comme étant un des outils clés pour l'atteinte de l'objectif ODD 12 qui concerne la production et la consommation durable. Donc, par contre, on constate en fait que à cette édition-là, les PME participent très très faiblement en fait à l'initiative. Du coup, on se dit que pour l'édition de 2024, il va falloir intégrer les PME. Mais pour les intégrer, justement, il faut il faut tenir compte en fait des spécificités des PME. Par exemple, je vais vous montrer, vous voyez, c'est un petit aperçu des freins qui ont été répertoriés comme étant les obstacles en fait à l'adoption des pratiques responsables dans l'édition 2020 des entreprises qui ont participé. Et on constate, vous voyez, les top 3, c'est la recherche de plus bas prix, la difficulté à mettre en place un système de suivi des achats responsables et puis le manque de ressources internes. Quand vous regardez ces freins-là, vous constatez en fait que c'est des freins qui reviennent très couramment comme étant des caractéristiques en fait des PME. Du coup, on se dit, si on intègre les PME comme étant des participants du baromètre, bah, il se peut que eux, ils scorent beaucoup plus fort encore sur ces freins-là. Du coup, il vaut mieux faire une recherche et s'assurer d'abord de ce que constitue leur spécificité avant de les intégrer, afin d'intégrer ça en fait dans l'élaboration de l'outil de mesure. Donc,
C'est dans cette logique, en fait, que cette étude a été initiée. Et voilà, ce qu'on veut faire, c'est de faire quand on veut faire une revue de littérature sur les PME, mais on regarde d'abord une revue de littérature générale sur l'approvisionnement responsable en général. Et on voit que actuellement, la littérature qui est disponible sur ça, soit est considérée uniquement des grandes entreprises, soit elle fait pas de distinction. Donc, or, on voit que les PME ont des caractéristiques spécifiques, comme je viens de vous le dire, et aussi contribuent de plus en plus en fait, aux émissions de gaz à effet de serre et puis à l'impact sociétal, mais aussi contribuent aussi de façon importante à l'économie. Du coup, il vaut la peine de commencer à les observer de façon plus distinctive. Et quand on regarde la littérature spécifique sur l'approvisionnement responsable dans les PME, on voit que la tendance, elle est très timide. Cette littérature, elle est très faible, elle est naissante. Et puis, les pratiques aussi qui sont étudiées sont très variées. Donc, il y a un besoin, en fait, de synthèse, en fait, et de structure pour savoir, pour trouver les grandes tendances, en fait, et essayer de pallier à l'état, au caractère très éclaté, en fait, des résultats actuels. Donc, il y a une revue de littérature un peu semblable qui a été réalisée par Fetter en 2019, mais cette revue-là, elle est de type voilà, traditionnel, revue systématique traditionnelle qui montre en fait juste un portrait de la production scientifique sur l'approvisionnement responsable des PME, mais pas une analyse de fond en fait des pratiques. Donc, nous, on se dit, donc, avec une revue narrative systématisée, on va pouvoir pallier à cette insuffisance. Donc, le but sera d'analyser et caractériser les tendances spécifiques, de comparer aux tendances dominantes, de discriminer le niveau de maturité des pratiques et d'en déduire des leçons pour l'instrument de mesure. Voilà. Donc, la méthodologie de revue narrative systématisée, la différence, c'est que la différence avec la revue systématique traditionnelle, c'est que ici, au lieu de s'en arrêter à explorer systématiquement la position scientifique pertinente au sujet, on va aller plus en profondeur en faisant une analyse qualitative, hein, une analyse narrative qualitative, voilà. Donc, les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, pour faire partie de cette étude, l'article doit être de type empirique et évalué par des pairs, être publié. Normalement, l'horizon, vu la rareté de publications dans le domaine, l'horizon temporel défini était 20 ans, donc de 2003 à 2022. Mais finalement, ce qu'on a trouvé, c'est de 2008 à 2022. Ça veut dire avant 2008, il n'y a pas eu de publication, ou il y en a eu, mais pas dans les revues pertinentes. Donc, on a ciblé aussi toutes les régions du monde, que ce soit en anglais ou en français. Et puis, l'article doit traiter d'approvisionnement responsable ou de Sustainable Supply Chain Management en PME ou comparer avec des grandes entreprises. Donc, en allant dans le sens de vérifier les pratiques, les déterminants, les effets, les contraintes, etc. Donc, sont exclus les articles qui sont de type revue de littérature ou de type conceptuel ou théorique, ou des articles qui ne spécifient pas, qui ne sont pas spécifiques au PME, ou qui mentionnent Sustainable Supply Chain, mais pas sa gestion. Donc, ou encore plus important, les articles sont exclus des articles qui sont publiés dans des revues qui sont notés facteur d'impact inférieur à 6 ou ou des revues qui ont un bon facteur d'impact, mais qui ne sont pas spécifiques en fait à ce sujet. Donc, j'avoue que c'est un peu sélectif comme processus, surtout au niveau des revues. Bien, c'est parce qu'on voulait s'assurer vraiment de tomber sur des auteurs les plus, qui ont touché la question de façon beaucoup plus spécifique. Donc, d'abord, il faut signaler que quand on parle de PME, voilà, les dimensionnements sont vraiment variables, quoi, donc selon le contexte géographique. Donc, déjà, il y a la moyenne de 250 employés maximum dans l'espace OCDE, mais à part ça, il y a des recherches où nous avons trouvé comme critères pour définir taille de PME, comme en Corée du Sud, on voit de 20 à 500 employés. Donc, on voit aussi, par exemple, en Suède, on dit de 10 à 50 employés avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros ou de 5 à 100 employés en Indonésie, etc. Donc, c'est quand même varié comme taille. Donc, vous verrez que ça aussi, ça aura des impacts
discriminants plus tard dans les pratiques qu'on va analyser. Donc, à l'issue de ce processus de sélection, on a abouti finalement à 20 articles donc, qui respectent tous nos critères d'inclusion. Donc, il faut déjà à ce niveau signaler que les revues les plus représentées, c'est le Journal of Cleaner Production et puis le Journal of Business Research. Donc, comme je dis, de la recherche se publie dans ce domaine-là, mais dans des revues autres que celles que nous avons ciblées. Donc, voilà, donc pour quelques petites tendances de base commencer, déjà vous voyez, ça c'est les années. Donc les années de publication, on voit que il y a eu un gain d'intérêt en 2008, mais qui a chuté pour nous revenir qu'en 2017 plus tard, est reparti, est revenu en 2022. Donc on voit que bon, c'est très inconstant, c'est très excusez-moi, c'est très inconstant, mais bon, comme ça se dit, on ne peut pas en juger vraiment à partir de 20 articles de façon définitive parce que, voilà, comme j'ai dit, je vais répéter, c'est que ça se publie, mais pas dans des revues qui respectent nos critères de sélection dans le cadre de cette étude-là. Je signale aussi que nous n'avons pas encore inclus 2023 parce qu'on est en cours de 2023. Donc, si jamais l'étude s'étend jusqu'en 2024, nous serons obligés d'ajouter les papiers de 2023. Côté les pays où les études empiriques ont eu lieu, donc on a en majorité Vietnam, Inde et Allemagne, mais pour 20 articles, si on a 17 pays représentés, donc ça montre que c'est quand même très distribué. Il n'y a pas lieu du tout de faire de dégager une tendance particulière, quoi. Donc, toutes les régions du monde ont l'air d'être représentées. C'est normal un peu parce qu'on parle d'approvisionnement responsable, on parle de chaînes d'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus globalisées, donc tous les pays sont représentés, ça fait un peu de sens à ce niveau. Les industries les plus représentées, à part le secteur manufacturier et l'alimentaire, qui sont dominants, donc les auteurs ont fait des recherches qui n'ont pas réellement distingué des secteurs spécifiques. Les côtés méthodologie, donc je vois que ça a commencé d'abord par des case studies, des études de cas. Donc 3 sur 17 ce sont des études de cas. Et sur les 3, 2 sont en 2008 seulement. Donc ça montre que au départ, 2008 constitue vraiment comme un départ pour l'intérêt de ce sujet-là. Et en fait, c'est normal qu'on fasse des études de cas parce que c'est plus exploratoire et qu'après, voilà, on va vers des méthodes plus systématisées, donc comme des études empiriques. Voilà, il faut signaler que parmi ces études-là, 9 au moins contiennent des entrevues. Donc, même si ce ne sont pas des études qualitatives catégoriques, mais c'est au moins mixte. Donc, ça veut dire que il y a quand même la dimension exploratoire est implicite dans cette tendance-là, c'est qu'on va encore interroger des acteurs directement et vérifier. Il n'y a pas encore assez de données pour faire des études systématiques de type plus systématique que ça. Donc, pour des analyses un peu plus qualitatives, donc j'ai quatre catégories de pratiques ont été identifiées. Déjà, la première, c'est des initiatives durables qui sont prises par les entreprises elles-mêmes, des efforts de mobilisation interne, des mobilisations des équipes en interne, des processus de pression normative sur les partenaires extérieurs comme les fournisseurs et les acheteurs, ou de la communication ou la collaboration fonctionnelle avec ces gens-là. Donc, on va voir ça en détail tantôt. Donc, quand je parle de pratiques axées sur des initiatives durables, donc on parle d'initiatives environnementales motivées, par exemple. Donc, c'est quand les entreprises entreprennent des actions environnementales et des pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui sont motivées par des facteurs internes, en fait, tels que l'engagement de la haute direction, le soutien des employés et une vision à long terme pour les gains commerciaux. Donc, c'est quand ils prennent des initiatives comme ça dans le sens de l'environnement. Certains auteurs appellent ça initiative environnementale motivée, ou quand ils prennent des initiatives pour faire des innovations durables, des innovations
dont les impacts, en fait, essaient de trouver un équilibre entre la croissance économique, la protection de l'environnement et l'harmonie sociale. Et, ou quand ils font explicitement, en fait, des actions qui visent à réduire des émissions de gaz à effet de serre ou à gérer des déchets solides ou à concevoir des produits verts, ou encore à adopter ce qu'on appelle des systèmes de produits-services. C'est quand les entreprises fournissent une combinaison de produits tangibles et de services immatériels pour passer à des produits circulaires, quoi. Donc, c'est un peu pour parler ainsi, c'est de rendre euh, le service, c'est de rendre le service plus tertiaire, en gros. Donc, concernant les pratiques de mobilisation interne, on voit la motivation et l'implication des employés, promouvoir l'entrepreneuriat humain interne et puis donner des incitatifs pour la durabilité ou mobiliser des équipes pour participer à des idéations qui vont dans ce sens-là. Alors, quand je parle de processus de pression normative, c'est quand les entreprises adoptent, par exemple, des standards pour dire, voilà, si vous voulez faire affaire avec nous en tant que fournisseur ou acheteur, voilà, en fait, les normes que nous respectons. Donc, c'est comme une façon de faire un peu pression aux acteurs qui sont sur la chaîne d'approvisionnement, ou quand elles vont sélectionner, évaluer carrément des fournisseurs avant d'acheter chez eux, donc au moyen de sondage ou d'inspection directe en suivant toujours les mêmes critères de standards internationaux, ou quand ils recourent en fait à des processus de certification par tierce partie. Donc, côté communication et collaboration, donc c'est quand les entreprises s'engagent en fait dans des façons de collaborer directement avec des partenaires, des parties prenantes extérieures comme les clients, les acheteurs ou les fournisseurs. Et donc, la recherche montre en fait que les partenaires sélectionnés sont habituellement les partenaires sur lesquels les entreprises ont une zone, donc ils sont dans la zone d'influence directe de ces entreprises-là. Donc, donc, vous voyez, ça, c'est déjà un début de différence avec les grandes entreprises qui ont les moyens de collaborer à plus large échelle que ça. Donc, pour ça, j'utilise des outils comme des bilans sociaux, des codes de conduite, etc. Ou elles peuvent aussi arriver à co-bâtir des capacités avec les fournisseurs dans des relations de long terme sur des pratiques ponctuelles. On insiste ici sur long terme parce qu'on verra plus tard que les grandes entreprises, elles, c'est plus instrumental, plus normatif, conformiste que ça. Ce pas des relations établies de façon à long terme avec des partenaires nécessairement. Donc, voilà, on va maintenant essayer d'analyser les facilitateurs de l'adoption des pratiques responsables en termes d'approvisionnement chez les PME. On a identifié deux types de facilitateurs, des facilitateurs internes et structurels. Donc, ceux qui dépendent des valeurs personnelles de l'entrepreneur. Avec les PME, on parle beaucoup il y a quand même une petite centration sur la personne de l'entrepreneur, vu que c'est des structures très pyramidales habituellement. Du coup, le leadership immobilisateur est très important dans ce contexte-là. Mais aussi des facteurs internes, mais qui ne dépendent pas de la personne nécessairement, mais qui sont comme par exemple la disponibilité de ressources internes ou la taille de l'entreprise. Donc, il y a des facteurs, des facilitateurs aussi externes, comme par exemple les réglementations, puis le marché, comment le marché fonctionne, et puis les pressions des consommateurs. Même si dans certaines recherches, dans certains articles, on a trouvé que, en fait, les pressions des consommateurs, c'est pas vraiment le facteur le plus corrélé avec l'adoption des pratiques responsables en matière d'approvisionnement. Donc, il y a les pressions aussi des entreprises clientes, quoi. Donc, en fait, l'entreprise cliente, c'est plus elle met une pression sur son fournisseur, ce fournisseur mettra aussi une pression sur son fournisseur, etc. Donc, mais aussi l'implication du gouvernement. À ce niveau, il faut signaler, les PME ont beaucoup d'attentes vis-à-vis du gouvernement. Donc, dans leur discours, on entend genre, il faut que, si le gouvernement nous soutient, qu'on parle de soutien matériel, le soutien financier, ou bien même du soutien réglementaire en mettant de la pression à leurs partenaires. Donc, on a aussi des pressions sociales et institutionnelles, naturellement. Donc, on va regarder un peu les freins et les difficultés que les PME rencontrent pour adopter des pratiques d'approvisionnement responsable. Naturellement, tout le monde sait, ça va être temps et ressources financières. Donc, les PME ont vraiment cette contrainte-là. On n'a pas le temps, on n'a pas de ressources financières. C'est parce qu'elles se disent, bon, ils sont souvent au début de leur existence. Du coup, les enjeux de survie, de compétitivité sont plus élevés.
et elles perçoivent aussi les coûts, elles perçoivent la chose comme un coût plus que comme un investissement, surtout quand ça ne touche pas directement leur cœur de métier. Donc, il y a aussi des défauts de technologie. Donc, de plus en plus, vous savez, on utilise des big data ou des technologies nouvelles, en fait, pour le suivi et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ces technologies sont chères à acquérir, donc il est normal que les PME qui ont des difficultés financières ne puissent pas en acquérir autant. Donc, mais des facteurs que nous avons nommés, eux, c'est-à-dire externes, ça, c'est des difficultés, en fait, qui ne sont pas directement liées à la PME, ses caractéristiques intrinsèques. Donc, comme par exemple des difficultés à trouver de l'information à l'extérieur de l'entreprise, difficulté à susciter la sensibilité environnementale des fournisseurs, et puis aussi des barrières culturelles, linguistiques, législatives et informationnelles dans les pays en développement. Ça, c'est important aussi parce que quand on parle de chaîne d'approvisionnement, donc on parle d'une zone d'action globale. Donc, et comme ça, lorsque des pays en développement ou des pays qui n'ont pas les mêmes cultures que les pays d'implantation principale de l'entreprise, bah, on va faire face à des barrières qu'on cite dans cette catégorie. Il y a d'autres barrières que les auteurs appellent indirectes, comme les réglementations gouvernementales, des défauts d'appui bancaire pour encourager les produits verts, etc. Alors, est-ce que l'adoption des pratiques d'approvisionnement responsable a des effets pour les entreprises? Oui, oui, bien sûr. C'est de la performance. On dit tous, c'est comme tout, presque tous les papiers que nous avons lus, en fait, montrent que ça a des effets sur la performance organisationnelle de façon multidimensionnelle, naturellement. Donc, efficacité opérationnelle, image de marque, rentabilité, performance environnementale, sociale, par l'innovation durable, etc. Donc, c'est normal parce que surtout dans ce contexte en particulier où euh, les entreprises sont confrontées à une demande croissante de produits, de processus de production respectueux de l'environnement. Du coup, s'il y en a qui arrivent à adopter ces pratiques et communiquer sur elles, ben, les gains sur les performances globales vont être évidents. Et les constats, donc, pour aller un peu plus loin, nous allons un peu analyser légèrement quelques constats dégagés. Donc, le premier ordre de constat, c'est que des PME ont des priorités spécifiques. Donc, par exemple, les PME agissent envers des fournisseurs et des acheteurs, mais pas envers les communautés. Donc, ça veut dire qu'elles ont une conception linéaire de la chaîne d'approvisionnement. Donc, elles vont pas aller, par exemple, engager des actions envers des communautés extérieures à la chaîne en tant que structure linéaire, quoi. Et, les PME privilégient aussi des actions à finalité sociale plus qu'environnementale. On ne sait pas encore pourquoi. Il faudra aller plus loin pour vérifier. Donc, les PME, en gros, sont motivées intrinsèquement par il semble que je manque de batterie. Est-ce que je peux avoir 2 secondes pour brancher? Je parlais dans le vide. Alors, je prends cette petite interlude pour vous partager le lien de nos prochaines activités. C'est le calendrier que vous connaissez bien sur notre site web. Alors, on a une programmation très remplie cet automne, particulièrement avec des présentations des projets financiers. Donc, on continue. Un petit peu de son. Attends. Je crois qu'il faut réactiver ton son, Gilda. Parfait. On voit ton deuxième écran à l'instant. Parfait. Alors, donc, excusez-moi pour l'interruption. Je disais que les PME il y a d'autres phases. Je venais de dire que les PME ont des priorités spécifiques. Donc, je disais aussi elles ont des relations un peu particulières avec les parties prenantes. C'est que dans le cas, c'est des relations de long terme avec les fournisseurs, surtout dans le cas, quand je nommais tantôt les pratiques où elles préfèrent collaborer, communiquer avec les parties prenantes, bah, souvent, c'est des collaborations de long terme basées sur la confiance, quoi.
Donc, alors que les grandes entreprises vont privilégier des communications formelles pour garantir juste la conformité. Du coup, il y a quand même là une opportunité, en fait, il y a une opportunité pour euh, susciter des écosystèmes de façon plus profondément engagée vers des pratiques durables, d'après moi. Donc, malgré les défis, on constate que les PME encouragent les autres acteurs sur la chaîne à être beaucoup plus responsables. Elles sont conscientes de l'interdépendance, en fait, dans ces pratiques-là et sont plus dans une approche de communiquer, sensibiliser les autres, en fait, pour qu'ils soient responsables. Donc, on constate aussi que quand on parle de chaîne d'approvisionnement durable, les PME sont conscientes qu'il ne s'agit pas simplement de faire pression ou de considérer le fournisseur, mais aussi considérer beaucoup l'acheteur, en fait. Donc, ça, c'était contre-intuitif pour moi. Et, euh, et l'autre chose en termes de constat, c'est que les PME ont l'avantage d'être plus flexibles que les grandes entreprises. Comme je disais tantôt, on peut trouver là en fait une opportunité. Et on voit aussi que la tolérance du risque a un effet indifférent sur l'engagement dans les pratiques durables. Donc, c'est vrai, certains dirigeants de PME vont dire, ouais, il y a quand même des risques financiers et tout ça, mais ça n'a pas vraiment d'incidence majeure sur l'engagement dans les pratiques durables. Donc, il y a une petite dissonance cognitive, on peut dire, quoi, entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. La taille d'une PME à l'autre est un élément discriminant naturellement. Donc, on parle de PME, c'est des petites tailles d'entreprise, mais la taille de façon numéraire a elle-même, donc par exemple, quand on dit catégorie de 0 à 500, c'est les PME, mais sur cette fourchette-là, ceux qui ont une taille de 200 vont avoir moins de possibilités, moins de capacités d'agir dans le sens de la durabilité que ceux qui vont avoir une taille de 500 alors que c'est le même PME. Du coup, il y a une opportunité de faire des études qui discriminent un peu mieux. Les facteurs externes n'influencent qu'à défaut des facteurs internes. Ça aussi, c'est un constat que je trouve intéressant, c'est que donc les facteurs qu'on vient de citer, donc quand elles sont internes, ça veut dire c'est ça qui caractérise plus intrinsèquement les PME. Donc c'est quand il n'y en a pas que des pressions externes en fait viennent avoir un effet important sur l'engagement dans les pratiques durables en matière d'approvisionnement. Alors, quelques petites recommandations, encore prématurées, comme je disais, ça va être approfondi plus à une étape plus maturée de la recherche. Alors, pour le baromètre déjà, moi, je me dis dans la recherche, la conception de l'outil de mesure, c'est de pondérer, en fait, c'est de trouver des pondérations qui reconnaissent l'effort plutôt que, euh, plutôt que des résultats. Dans le sens, ça peut être un peu vu de l'esprit pour l'instant, mais on analysera ça davantage parce que les PME manquent de ressources comparées aux grandes entreprises. Donc, ce ne serait pas une mesure juste d'analyser leurs pratiques ou d'évaluer leurs pratiques selon leurs ressources ou selon les résultats atteints, manifestes, mais plutôt selon le potentiel. Donc, en regardant en fait l'effort. Donc, il faut pondérer l'effort de communication, par exemple, avec les autres partenaires, euh, l'effort de développement d'instrumentation non coûteuse ou l'effort d'établir des relations de confiance avec les fournisseurs, acheteurs, et des stratégies de mobilisation de soutien, des efforts de réseauté pour l'accès à l'information ou les efforts de mobilisation interne. Il faut aussi pondérer selon la taille. Ces recommandations pour l'instant que nous avons pu formuler pour le baromètre, l'outil de mesure baromètre 2024. Et pour la recherche, c'est de voir, il y a plein de pistes qu'on pourrait explorer en fait pour voir au niveau des PME, c'est de voir comment est-ce que les PME sont résilientes. Donc, vu qu'on voit elles ont des difficultés, mais qu'elles ont la volonté, il y a lieu de vérifier en fait comment est-ce qu'elles gèrent leur propre résilience ou est-ce qu'elles sont résilientes ou elles ne sont pas, et puis comment et pourquoi, et quels facteurs et tout. Donc, quelles sont les stratégies d'optimisation en fait des coûts lorsqu'elles décident de s'engager, quelles sont les stratégies qu'elles utilisent pour optimiser les coûts. Voilà, il faut aussi encourager beaucoup plus d'études sensibles au secteur pour vérifier s'il n'y a pas de différences dans le secteur, lesquelles différences on n'a pas encore trouvé vu qu'il n'y a pas assez d'études sur ça. Et
on a constaté que les PME qui sont incluses dans les papiers qu'on a lus ont été sélectionnées sur des critères d'élite, quoi. Donc, on peut dire, par exemple, c'est une PME très connue pour telle pratique, pour cela, on l'a sélectionnée pour l'étude. Donc, je me dis, bon, c'est comme évident d'avance que c'est ce qu'on trouvera, puisque cette PME est sélectionnée sur le critère qu'on veut vérifier en même temps. Du coup, je me dis, d'encourager des études qui vont davantage cibler les PME de façon un peu plus systématique. Et puis, voilà, je trouve aussi qu'il y a vraiment lieu de faire des études, en fait, qui appliquent des théories du nouveau néo-institutionnalisme pour vérifier comment les PME prennent de l'agentivité pour influencer l'écosystème et la chaîne d'approvisionnement. Et vu que les moyens dont ils disposent ne sont pas des moyens matériels et financiers, ben, des moyens politiques, peut-être, comment est-ce qu'elles s'organisent pour cela. Voilà les papiers que j'ai lus en référence. Si vous avez des commentaires, des observations, des critiques, tout est bienvenu et merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci. Je vous inviterai maintenant peut-être à je sais, évidemment, c'est l'heure, donc n'hésitez pas à J'entends pas bien. si vous êtes ça et on respecte ça. Donc, je pense qu'il y avait déjà une main levée de Daniel. J'ai pas levé la main, j'ai applaudi, mais c'est pas grave, je peux faire un commentaire quand même. Bravo, en fait, Gildas, pour ton travail. Question, j'ai comme l'impression, en fait, que c'est pas juste relatif à l'approvisionnement responsable des PME, là, mais on essaie de trouver, en fait, des formules qui vont encourager l'approvisionnement responsable chez les PME, mais la solution en elle-même, elle est relativement simple à comprendre, mais difficile à appliquer. C'est-à-dire que si au départ, dans les produits, les ressources que les PME consomment, tout comme les entreprises, les grandes entreprises, les multinationales, si on intégrait donc le coût environnemental et social dans le prix des ressources et des produits, est-ce que la question, en fait, deviendrait un peu obsolète? Autrement dit, en fait, tout le monde c'est de l'éco-fiscalité essentiellement, là. Donc, tout le monde serait sur le même pied d'égalité. Puis comme les coûts environnementaux et sociaux seraient intégrés dans le prix qu'on consomme, ben, qu'on soit une PME, une grande entreprise, tout le monde serait assujetti, évidemment, à s'approvisionner de manière plus responsable parce que peu importe le produit qu'on achèterait, cet impact-là ou ces impacts-là environnementaux et sociaux seraient pris en compte. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je pourrais en même temps ou je prends toutes les questions avant? C'est comme tu veux, en fait. Vas-y. Ouais, c'est vrai, hein, c'est comme, mais en fait, et même c'est ce qui est souhaité dans ce que j'ai lu, c'est comme les PME souhaitent en fait que le gouvernement réglemente la chose parce que chaque PME accuse son partenaire. Donc, c'est parce que mon fournisseur ou mon acheteur, etc. Du coup, ils souhaitent que le gouvernement réglemente les choses et qu'on mette des mesures fiscales, comme vous dites, par exemple, pourraient être effectivement appréciées. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne se fait pas. Peut-être, je ne suis pas peut-être à ce niveau politique de l'analyse, mais peut-être qu'au niveau macroéconomique, peut-être que les gouvernements ont des raisons que nous ignorons, qui font qu'ils veulent laisser le marché un peu plus libre et ne pas trop s'ingérer, peut-être. Donc, je ne sais pas, c'est à creuser, quoi. Ben, en fait, je peux te répondre à ta question parce que, bon, l'éco-fiscalité est très impopulaire auprès des gouvernements parce qu'évidemment, on l'a vu en France, entre autres avec les Gilets jaunes, si on intègre ne serait-ce que le coût carbone, sans avoir des mesures compensatoires sur le plan des consommateurs, ben, ça crée ce qu'on a connu en France avec les Gilets jaunes. Et les gouvernements sont relativement allergiques à l'éco-fiscalité, mais à partir du moment où il y aurait un consensus entre les différents pays, et qu'on intégrerait en fait ces notions-là dans les accords commerciaux qui lient, par exemple, le Canada avec ses partenaires économiques, ben, ça pourrait se faire. Sauf qu'encore une fois, pour avoir entendu déjà en fait, il y avait une présentation sur l'éco-fiscalité dans un congrès qui s'appelle Americana à Montréal en mars dernier. Il y avait deux anciens ministres de l'économie qui avaient été invités, plus quelqu'un du Conseil du Trésor fédéral. Ils en arrivaient tous à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ces mesures-là pourraient fonctionner,
mais les gouvernements ne les mettent pas en place uniquement pour des raisons politiques, parce qu'ils ont peur de ne pas se faire élire aux prochaines élections, sachant que le prix des biens et des services décuplerait si on le faisait. Et si en mesure compensatoire, on ne baisse pas les impôts, ben à ce moment-là, les consommateurs, de même que les acheteurs institutionnels et privés, en fait, seraient désavantagés, je dirais, au départ, là. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, c'est très éclairant. En fait, je me dis aussi que, mais est-ce que ça réglerait systématiquement le problème aussi, comme on pense? Parce que même si les gouvernements prennent ces mesures de confiscalité, mais en interne, en fait, il faut les gérer pour les coupler avec des exigences de performance interne. Et puis les PME doivent trouver des stratégies et du management en fait adéquat pour ça. Du coup, le problème sera toujours là. Donc, il y aura toujours lieu de voir comment, c'est comme dans les perspectives institutionnelles, quand on se demande comment les entreprises en fait s'adaptent à telle contrainte, ça va devenir juste une contrainte parmi tant d'autres. Et on va toujours se demander comment elles arrivent à se accoupler avec ça, quoi. Ouais. En fait, l'idée, je ne vais pas prendre le micro non plus, là, mais l'idée, en fait, c'est d'envoyer un signal fort aux consommateurs que si tu veux consommer un produit qui a un fort impact sur l'environnement, ben, il va te coûter plus cher qu'un produit qui ne l'est pas. Et puis, les consommateurs, autant que les acheteurs, en fait, ont le même comportement, c'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas de pression, ils vont au plus simple. Il n'y a pas de compteur d'eau à Montréal, il y a deux, je pense, arrondissements qui en ont. Et puis, en résultant de ça, ben, quelqu'un qui lave son trottoir avec de l'eau potable alors que quelqu'un ferme sa douche entre le lavage et le rinçage vont être payés, en fait, vont être voyons, assujettis au même. En fait, ils ne paieront pas plus cher l'un et l'autre. Donc, il n'y a aucun signal de surconsommation ou de consommation de mauvais produits. Alors, donc, dans ce contexte-là, ben, en fait, tout ce qui peut évidemment influencer une PME à adopter des pratiques d'approvisionnement responsable, c'est ce que tu as mentionné dans ta présentation. Mais je dirais, les lois du marché peuvent s'appliquer et s'appliquent très bien à partir du moment où les agents de marché possèdent l'information parfaite. Or, en ce moment, l'information n'est pas du tout parfaite. C'est-à-dire que les agents de marché, en fait, je dirais, fonctionnent avec des informations qui sont complètement imparfaites et ça donne en résultante, en fait, une surconsommation des ressources et malheureusement aussi des consommations de produits qui ont un impact environnemental très, très élevé. Ah oui. Peut-être là, je ne veux pas. Ouais, est-ce que quelqu'un Merci d'autre beaucoup. veut rebondir dessus? Rajouter leur grain de sel à la discussion? La parole est à vous. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je vais peut-être en poser une. J'ai trouvé particulièrement intéressant toute l'idée de peut-être tu sais, de critères élitistes, même dans le choix de vos revues, vous y allez avec un impact factor de 6 et plus. Est-ce que vous croyez que peut-être le fait que vous avez utilisé des revues plus hautes classées, que ça fait en sorte que vous avez effectivement les études de cas parfaites ou, euh, ou un ne va pas avec l'autre? Ah, bonne question. En fait, je me dis que le fait qu'on a été sélectif avec les revues peut peut-être impacter la moisson, quoi. Donc, la quantité Mhm. d'articles qu'on a trouvés et ça fait qu'on a du mal à distribuer les tendances sur certaines variables parce qu'il n'y en a pas assez. Mais par contre, est-ce que ça a un lien avec le choix les choix empiriques que les auteurs ont fait? Je ne pense pas qu'il y a de lien entre les choix empiriques que les auteurs ont fait et les revues dans lesquelles ils ont publié. Peut-être, mais par contre, je sais que si on étendait ça à d'autres revues, on aurait des tendances un peu plus nettes, quoi. Quoi qu'on Mhm. ne pourrait pas assurer la qualité de ce qu'on trouve. Ouais, c'est ça. C'est toujours un petit peu. C'est des choix, hein? C'est des choix. Euh, y a d'autres questions de la salle? Non. Je vais continuer avec mes petites questions. Donc, la définition de PME, on a compris aujourd'hui, ça, j'avoue que je ne savais pas que c'était très, très variable. Tu sais, les quantités d'employés varient énormément. Tu sais, je dis entre 25 et 50, pas, c'est dans le même ordre de Selon le grandeur. pays, Quand on arrive à 500 employés, je me rappelle quel pays. à 500 employés, ça c'était. Oh, peu importe. Mais est-ce que, là,
trouve que ça reste quand même dans l'esprit d'une PME qui ont les mêmes freins, les mêmes leviers potentiels, ou ça devient carrément une autre entité, une autre bébête, une autre C'est ça, façon de c'est dire. ça. Exactement. La taille en tant que catégorie, honnêtement, n'est plus vraiment, d'après moi, pertinente pour discriminer parce que c'est plutôt la taille en tant que, en termes numériques directs, quoi, en série, quoi. Parce que, par exemple, si l'entreprise, comme je disais tantôt, si une entreprise de 100 employés n'a pas du tout le même défi qu'une entreprise de 500 employés, alors que les deux vont être considérés comme PME. Donc, et il y a parmi les articles qu'on a lus, il y a des auteurs qui ont fait des études spécifiques en fait dans ce sens-là pour vérifier est-ce que la taille agit sur l'adoption. Eh bien oui, la taille influence l'adoption des pratiques d'approvisionnement responsable. Donc, ça veut dire c'est à creuser. Ok. Oui, Donc, Patricia. Oui, je viens d'une multinationale, puis ils étaient accompagnés par un gros bureau cabinet de consultation dans la mise en place du programme ESG. Donc, il y a les pratiques durables qui rentrent là-dedans. Puis, je me demande, les PME, est-ce qu'il y a un service qui est offert pour les aider dans un accompagnement parce qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre les honoraires des grosses boîtes avec déjà des processus d'intégration de programmes ESG ou de systèmes d'approvisionnement durable. Ça, c'est d'une part. Puis la deuxième question, c'est, il était question aussi de mettre des critères, de travailler avec des fournisseurs qui avaient eux-mêmes des critères d'approvisionnement durable et un programme ESG ou pas, mais au moins qu'il y avait au niveau de la diversité, l'équité de l'inclusion, au niveau des efforts qu'ils font pour minimiser les gaz à effet de serre, tout ça, sans exclure les PME après c'est important pour des PME de pouvoir travailler avec des grosses entreprises et des petites entreprises pour rester en vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un équilibre pour les aider, les PME? Puis, est-ce qu'il y a cet accompagnement-là, peut-être gratuit, qu'elle pourrait avoir pour adopter des processus d'approvisionnement plus durables? Je ne sais pas si ma question est claire. OK. Je vais essayer de répondre à la première, puis on verra pour la deuxième. En fait, est-ce que dans les articles que j'ai lus, est-ce qu'il y a des PME qui bénéficient d'appui des services externes comme des services de consultants ou des services spécialisés appuyés par le gouvernement et tout ça? En fait, il y a eu des cas très rares où cela a été constaté peut-être dans un seul article où on a vu ce genre de dispositif et c'est des dispositifs justement bénéfiques en fait. Mais dans les autres cas, les PME expriment le besoin. Donc, ils expriment le besoin de ce genre de dispositif-là. C'est pour ça que je disais, ils ont beaucoup d'attentes vis-à-vis du gouvernement ou vis-à-vis, en fait, de toute autre initiative connexe qui pourrait les aider dans ce sens. Est-ce que je peux laisser peut-être mon directeur de recherche répondre à la deuxième question? Ouais, moi je trouve donc merci Gildas, moi j'ai beaucoup aimé, ça reflète bien les travaux. Je pense que c'est vraiment une excellente question en fait, au-delà un petit peu de ce qu'a fait Gildas, mais ça va servir le projet du baromètre là dans sa nouvelle version. Puis Louise de l'ECPAR peut intervenir aussi parce qu'évidemment plus central là-dessus, mais c'est justement d'instrumenter les PME beaucoup plus quoi, parce que le baromètre actuel est bien quoi, il fonctionne très bien, mais c'est plutôt quand même on voit les grosses organisations qui peuvent répondre. Et puis là, effectivement, c'est vraiment la question. C'est parce que, en gros, là, ce qu'on voit qui fonctionne bien pour les PME, plus généralement dans la responsabilité sociale d'entreprise, c'est souvent des boîtes à outils, des dispositifs qui regroupent en fait les PME pour leur offrir des formations ou de l'accompagnement. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver des modèles d'affaires pour les entreprises qui font de l'accompagnement, à moins que ce soit financé publiquement, quoi, pour les PME. Parce qu'en fait, il y a quand même une question de moyens et un consultant qui vient sur place, c'est plus compliqué, quoi. Donc là, le baromètre, justement, c'est un peu ça qu'on voulait faire. C'est tout l'enjeu de la recherche qu'a fait Gildas. Donc cette première étape, c'était de bien comprendre les problèmes qu'avaient les PME, les enjeux qui leur sont spécifiques, les ressources qu'elles sont prêtes à y mettre. Et en fait, le baromètre, l'idée dans la prochaine édition, c'est d'avoir une version pour les plus petites organisations
Et en fait, ça joue beaucoup un rôle de transfert de connaissances. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est normal, c'était pas du tout l'objet de la présentation. Mais quand on regarde le baromètre, ça représente un grand questionnaire, etc. Mais ça donne aussi aux organisations qui le passent une très bonne vue de tout ce qu'on peut et parfois on doit faire en approvisionnement responsable, quoi. Donc, grâce à l'étude de Gildas, en fait, on espère dans la prochaine version, on va pouvoir beaucoup mieux instrumenter les PME. Après, il y a une partie que nous, on va pas faire, qui est plus liée à l'ECPAR, qui est effectivement sans doute de proposer des accompagnements. Puis là, je sais pas trop, je veux pas anticiper sur ce que l'ECPAR va faire, quoi. Mais peut-être en regroupant les PME, peut-être en trouvant des modèles d'affaires qui permettent aussi. Enfin, l'ECPAR est une ONG, enfin une organisation à but non lucratif, mais il y a quand même des enjeux de financement derrière, quoi. Donc voilà. Merci. Je sais pas si Louise, tu voulais ajouter quelque chose. J'espère que c'est fidèle un petit peu C'est à la vision parfaitement de fidèle, l'ECPAR. merci. Ok. Mais Non, bon, c'est ça marche. exactement ça. Et puis actuellement, c'est vrai qu'on travaillait aussi, nous, plus avec les grandes organisations qui étaient plus sensibilisées ou qui avaient peut-être plus les moyens de mener un petit peu cette démarche-là, que ce soit des organisations publiques ou privées, que ce soit donc les acheteurs des organisations publiques ou les grandes compagnies privées de tout secteur. C'est vrai que ces dernières années, on a vu l'évolution vers de plus en plus de PME qui veulent travailler en achat responsable. Et donc, il y a des initiatives qui existent. Alors, ça peut passer par la mise à disposition d'outils qui seront publics. Certains de nos outils, par exemple, avec PAR, sont publics. Ça passe aussi par de l'accompagnement qui peut être financé par le gouvernement ou par des systèmes d'aide, comme le Fonds Écolidaire le fait. Par exemple, c'est possible de faire financer une démarche comme celle-ci par le Fonds Écolidaire. Et puis après, c'est sûr que ça peut passer par des accompagnements de groupe, parce que c'est sûr qu'un accompagnement comme celui qu'une grande organisation pourrait avoir, ça coûte extrêmement cher, mais c'est peut-être pas non plus adapté aux besoins des PME qui peuvent être très particuliers. Mais dans un même secteur, on pourrait avoir des besoins similaires et donc éventuellement envisager des accompagnements sectoriels, par exemple, sur les thématiques, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent se développer. Puis c'est aussi l'idée d'orienter le baromètre avec des questions un peu plus ciblées vers les PME pour pouvoir mieux connaître leurs enjeux, leurs problématiques, comment mesurer leur avancement, puis possiblement après leur offrir des solutions qui seraient adaptées. Merci, Louise. Il y a un truc aussi qui est pas très équitable. Enfin, aussi, le truc, c'est que dans le baromètre, on trouve que c'était pas nécessairement très équitable, quoi, de mesurer une grande organisation comme une petite, en fait. Donc, l'idée aussi, c'est de mieux refléter leurs performances par rapport à ce qu'elles peuvent faire, quoi. C'est... C'est ça. D'autres questions pour moi? Je suis là. Quel était l'élément le plus surprenant pour vous que vous avez vu dans vos recherches ou que vous attendez à voir, mais vous l'avez pas vu finalement dans votre... C'est le fait que les PME ont beaucoup de volonté de bien faire. C'est ça qui m'a surpris parce qu'on connaît leurs contraintes. Du coup, découvrir que vraiment elles veulent le faire. Peut-être qu'elles le disent seulement parce qu'il y a comme il y a un auteur qui l'a signalé, il y a comme des biais de désirabilité sociale où voilà, des PME, ils aiment bien déclarer, ouais, nous faisons ci, nous faisons ça. Peut-être, peut-être qu'ils sont plus démonstratifs que les grandes entreprises. Mais quand même, sous le plan du constat, je crois que c'est ça qui m'a le plus surpris. Euh, Donc, question, rebondissement, pensée. Sinon, je pense que je vais vous remercier d'être là ce midi. Et merci, Gildas, pour cette superbe présentation qui nous voit tout le travail qui reste encore à faire pour mieux comprendre nos PME, qui sont tellement importantes pour notre société. Donc, merci. L'enregistrement sera disponible dans les prochaines semaines sur notre site web. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi. Merci. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Bravo, Merci. Gildas. Au Au revoir, plaisir. merci.